Maintenant, ils sont dans la charrette des bandits, où de nombreux autres captifs sont assis à côté de Clem. Clem tient le bébé Luna avec un sourire calme, ce qui inquiète davantage Alicia, car elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle remarque que Luna dort et demande à Clem comment il a réussi à l'apaiser. Clem explique que Luna pleurait il y a quelques instants, mais que maintenant tout va bien, car le trajet est paisible. Luna se faufile parmi les autres captifs pour se rapprocher de Clem et lui chuchote pourquoi lui, l'un des rois démons les plus puissants à avoir jamais existé, s'est laissé capturer volontairement. Elle pense qu'en changeant d'apparence, Clem a également perdu de sa puissance, ce qui explique pourquoi il a été assommé d'un seul coup. Clem affirme que son hypothèse est proche de la vérité, mais pas tout à fait exacte. Il explique que la transformation de son apparence a aussi rendu son corps aussi fragile que celui d'un humain, ce qu'il ignorait. C'est pourquoi, lorsqu'il a été frappé par surprise dans le dos, il a perdu connaissance. En gros, le système de défense naturel de Clem est désormais affaibli, mais grâce à ses pouvoirs, il peut le renforcer. La vraie question est donc, pourquoi Clem n'a pas encore essayé de s'échapper de ce pétrin? Sa logique est que, puisqu'il est maintenant déguisé en humain, il préfère garder ses véritables pouvoirs secrets jusqu'à ce que Luna devienne le prochain roi. C'est pour cela qu'il laisse les événements suivre leur cours. De plus, Clem souhaite en apprendre davantage sur le monde humain, notamment pourquoi ces pauvres gens ont été enlevés. C'est donc aussi pour cela qu'il a choisi de ne pas s'enfuir. Réalisant à quel point Clem est ignorant de tout cela, Alicia lui explique, à ce crétin, qu'eux et les autres ont été capturés par des bandits qui prévoient très probablement de les vendre à des trafiquants d'esclaves. Quoi qu'il en soit, Alicia demande à Clem de ne pas juger les humains selon le comportement des bandits, affirmant que ces derniers sont les pires d'entre eux. Peu après, la charrette arrive à la base des bandits, et les captifs sont séparés en deux groupes, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. L'un des captifs tente de s'échapper, ce qui fait sourire littéralement Dagan, conscient que ce pauvre type vient de signer son arrêt de mort. Et à juste titre, quelques secondes plus tard, un autre bandit lance une dague sur le fuyard, le poignardant dans le dos et mettant fin à son calvaire. Une fois l'intrus éliminé pour de bon, Dagan avertit les nouveaux captifs de ne pas commettre la même erreur, sinon ils connaîtront le même sort. Il se tourne ensuite vers Alicia et lui dit de venir avec lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, il commence à la traîner dans sa chambre pour découvrir ses intentions. Clem se demande quoi faire lorsqu'une femme nommée Carmen, probablement responsable du groupe Femmes et Nourrissons dans ce gang de trafiquants humains, le remarque immobile. En voyant qu'il tient un nourrisson dans les bras, Carmen appelle sa servante Nell pour qu'elle s'occupe de Luna. Nell est chargée de nourrir les bébés capturés. La base des bandits se trouve dans une carrière, et tout au fond de la fosse se trouve une mare dans laquelle repose une lame rouge légendaire. Mais cette lame est protégée par une chose monstrueusement puissante. Quoi qu'il en soit, il semble que je me suis trompé sur les intentions d'Agan, car il est révélé qu'il a seulement amené Alicia à Broco. Broco est le chef par intérim du gang des bandits appelés les Corbeaux en l'absence de leur véritable chef, Zazak. Broco aurait apparemment usurpé la position de chef des Corbeaux, mais personne n'ose le contester à cause de sa bête de compagnie, Betty, capable de réduire n'importe qui en morceaux. Alicia reconnaît cette créature comme un démon occidental et est surprise d'apprendre que Broco l'a apprivoisé. Broco parle avec Betty, qui lui dit vouloir jouer avec un humain mâle. Broco lui dit qu'elle peut choisir librement l'un des deux bandits venus avec Alicia. Mais avant cela, il révèle pourquoi il a fait venir Alicia dans son bureau. Les bandits possèdent tous les cristaux magiques qu'Alicia a récupérés dans la base de Clem. Broco sait également que ces cristaux viennent du mont Moon, le repère de Clévatès. En se basant sur les preuves et le fait qu'Alicia n'a pas eu peur à la vue de Betty, il conclut qu'elle fait partie des 13 héros envoyés de Eden pour vaincre Clévatès. Broco suppose qu'Alicia était en route vers Eden avec ce sac plein de cristaux magiques. Il lui annonce alors une mauvaise nouvelle, la capitale royale a déjà été détruite par Clévatès. Pourtant, il affirme que ce n'est pas une si mauvaise nouvelle pour les Corbeaux, révélant qu'il possède une épée rouge, la Mana Idlite, que seuls les rois de Eden savent forger. L'épée de Broco est bien sur une fosse, et son gang les vend à des idiots incapables de faire la différence. Maintenant que toute la famille royale a disparu, la valeur des épées Mana Idlite va exploser. C'est une excellente opportunité pour faire de l'argent. Mais Broco vise quelque chose de plus grand, l'épée la plus pure des Idlites, forgée par les rois de Eden et remise aux héros. Broco est certain que tous les autres héros ont été tués par Clévatès et qu'Alicia a survécu en abandonnant ses camarades. Il lui demande où se trouve son arme et celle des 12 autres héros défunts. Comme Alicia refuse de répondre, Broco ordonne à Dagan et Satch de l'emmener à la base de Clévatès pour y chercher les trésors. Dagan suggère qu'il serait plus judicieux de récupérer d'abord un autre trésor qu'ils ont déjà repéré, mais Broco insiste pour suivre le plan initial. Il dit aussi à Dagan et Satch qu'ils peuvent s'exercer avec Alicia avant de partir, pour s'assurer qu'elle ne leur posera pas de problème durant le trajet. Pendant ce temps, Clem travaille comme serveur dans l'auberge des bandits tenus par Carmen. De nombreux bandits essaient de draguer Carmen, et Clem, en observant cela, ne peut que se demander jusqu'où va la perversité de ces gens. De son côté, Nell donne du lait à Luna,
un lait que le père de Luna a oublié de ramener. Nell a aussi d'autres tâches, car elle est également serveuse et subit les abus des clients, tous des bandits. Clem sert la viande avec obéissance et patience, et beaucoup de bandits sont impressionnés par son service. Carmen, cependant, ressent quelque chose d'étrange. Tout le monde croit que Clem est un orc à cause de ses cornes, mais sa peau est trop pâle, et ses yeux sont ceux d'un tueur. Deux bandits s'en prennent à Nell et l'emmènent pour abuser d'elle. Ils passent toute la nuit avec elle et la laissent couverte de blessures. Elle ne se plaint pas, et une fois qu'ils en ont fini, elle retourne discrètement à l'auberge pour nourrir Luna. Les deux bandits qui ont maltraité Nell commencent soudainement à se sentir faibles et étourdis, et ils disparaissent littéralement de ce monde lorsque Clem révèle qu'il en est responsable, rendant justice à la pauvre Nell. Nell vient nourrir Luna et le retrouve dans les bras de Clem. Elle ne sait pas ce qu'il a fait aux deux hommes qui l'ont agressé, mais elle est seulement préoccupée par le fait de nourrir l'enfant. Elle le prend dans ses bras et l'emmène dans un abri pour le nourrir. Clem s'assoit avec elle et lui demande de parler d'elle. Il se demande si elle fait partie des corbeaux et ce qu'ils font. Elle hésite à répondre, mais il insiste pour qu'elle parle. Il est simplement curieux. Elle révèle avoir grandi ici. Elle ne se connaît que comme membre des corbeaux. Elle n'a jamais eu de père, seulement une mère. Enfant, elle n'a jamais vu le visage de sa mère, seulement son dos. Mais elle savait que sa mère était esclave, car elle l'avait vue en cachette se faire molester par des hommes. À ses 12 ans, sa mère a disparu. Elle ne savait pas si elle était morte ou s'était enfuie. Ce qu'elle sait, c'est que ce soir-là, alors qu'elle mangeait, des hommes sont venus la frapper. Pendant les années suivantes, sa vie a été misérable. Elle a compris que sa mère la protégeait. Ils l'ont battue chaque jour, et elle a dû vivre comme du bétail, jusqu'à ce qu'elle rencontre Carmen. Elle lui a dit qu'elle pouvait satisfaire les hommes et qu'ainsi, il cesserait de la maltraiter. Elle a décidé de suivre Carmen ce jour-là et a appris à satisfaire les hommes. Même si elle ne sera jamais comme Carmen, sa vie s'est améliorée. Elle a du travail et peut nourrir les enfants grâce à son lait. Cela la rend satisfaite. Clem lui demande pourquoi elle a du lait alors qu'elle n'a pas d'enfant. Elle révèle qu'elle était enceinte, mais a eu une mort-née. Son bébé bougeait dans son ventre et cela lui donnait une raison de vivre, jusqu'à ce que l'enfant naisse mort. Quand les sages-femmes lui ont annoncé la nouvelle, elle s'est sentie sombrer dans un monde froid. Elle pensait qu'elle allait mourir, et cela lui allait. Mais soudain, elle a ressenti de la chaleur. Elle a rouvert les yeux et vu un enfant d'environ 6 mois téter son lait. Cela lui a donné une raison de vivre. Elle l'a nourri, puis d'autres enfants sont arrivés, et elle les a nourris aussi. Les voir vivre grâce à elle la rend heureuse. Elle confie avoir essayé 2 fois d'avoir ses propres enfants, sans succès. Clem, fatiguée d'entendre tout cela, lui demande de s'arrêter, puis lui demande si elle veut le suivre comme nourrice de Luna. Il insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de la prendre, mais qu'il n'a pas non plus de raison de ne pas l'emmener. Et puisque Luna l'aime bien, ce serait gagnant-gagnant. Luna tapote son corps comme pour dire qu'elle veut qu'elle vienne. Clem lui redemande, veut-elle venir avec lui comme nourrice ou rester là pour être utilisée par ces salauds? Elle sait que c'est une belle offre. Mais elle dit que ce serait naïf d'accepter, puisqu'il est lui aussi un esclave, du moins à ce qu'elle croit. Elle lui dit qu'elle aimerait le suivre, mais qu'elle ne peut pas. Elle a d'autres enfants qu'elle veut nourrir et à qui elle veut donner espoir. Elle lui rend Luna et part. De leur côté, les bandits amènent Alicia sur un pont et lui demandent d'avancer. Arrivée au milieu du pont, elle s'arrête et regarde en bas. Ils croient qu'elle veut sauter et lui disent qu'elle ne survivra pas à cette chute. Mais elle regarde la rivière devant elle. Elle y voit des gemmes et sait ce que c'est. Avant qu'elle ne puisse parler, ils lui disent que c'est la rivière où est mort le héros légendaire Codwall. Elle le sait aussi. Là, un esclave dit qu'il entrera dans la rivière et que s'il ramène ce qu'il cherche, ils devront libérer lui et sa femme. Sa femme l'encourage, rappelant aux bandits leur promesse. Mais lorsqu'il saute, des monstres surgissent et le dévorent. Alicia savait qu'il n'allait pas le libérer. Cet endroit, c'est le puits d'Elbe. Il abrite des monstres venus il y a 300 ans à cause d'une inondation. Et l'épée Fan Cascade est dans cette rivière. Les bandits veulent que quelqu'un la récupère. Mais c'est impossible. Elle les traite de salauds parce qu'ils savaient que le garçon allait mourir et n'avait même pas bien attaché sa corde. Il lui rappelle qu'elle n'est pas là pour leur faire la morale et que son bourreau est juste devant elle. Elle regarde l'homme horrible, Pito, qui monte sur le pont pour l'affronter. Il s'imagine en train de lui enlever ses vêtements. Avant qu'il ne s'approche, elle se déboîte l'épaule, lui prend son épée, coupe la corde du pont et saute. En tombant, elle se dit qu'elle fait confiance aux paroles de Clem selon lesquelles elle ne mourra pas.